On connaît tous l'histoire du Titanic, bien sûr. Ce géant des mers, réputé insubmersible, qui a fait naufrage lors de son tout premier voyage. Mais et si on laissait de côté la légende juste un instant? Parce qu'il y a une autre histoire, bien plus brute, qui est racontée non pas par les films, mais par les chiffres. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va plonger dans les données des passagers pour voir ce qu'elles nous révèlent vraiment sur cette nuit tragique. 891. C'est le nombre de personnes qu'on va suivre dans notre analyse. Et il faut bien se dire que derrière chacun de ces chiffres, il y a une vie, une personne, une famille, un espoir, un destin. C'est grâce à ces données qu'on va pouvoir en quelque sorte remonter le temps et tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé. Alors, c'est parti pour le voyage. Mais avant de se jeter dans les chiffres bruts, il faut vraiment se remettre dans l'ambiance de l'époque. Parce que le Titanic, attention, ce n'était pas juste un bateau. Non, c'était le symbole de toute une ère, le summum du progrès, de l'ambition, de la modernité du début du XXe siècle. Une vraie merveille. Et c'est exactement ça. Plus qu'un navire, c'était une véritable société flottante, avec ses propres codes, ses hiérarchies et bien sûr ses inégalités. Et c'est là que les données deviennent fascinantes. Elles nous montrent à quel point cette structure sociale était rigide. C'était une sorte de microcosme, une société en miniature qui était sur le point de vivre l'impensable. Alors, ce monde à bord, qui étaient-ils ces passagers? Pour commencer à y voir plus clair, on va s'intéresser au point de départ de tout, le billet. Et plus précisément, la classe de ce billet. C'est vraiment la clé qui va tout déterminer. Et là, premier chiffre, première claque. Plus de la moitié des gens à bord, 55%, voyageaient en 3e classe. C'est énorme! Il s'agissait pour la plupart de migrants, de familles entières qui cherchaient une nouvelle vie en Amérique. Et ils voyageaient, forcément, dans les conditions les plus simples. Et cette différence de conditions, elle s'explique par une chose, le prix. Et là, le fossé est juste vertigineux. Un billet de première classe coûtait en moyenne 84 livres. Pour la 3e classe, 13 livres. Faites le calcul, c'est plus de 6 fois plus cher. Pour l'époque, c'était une fortune, une somme absolument colossale. Comme le dit cette citation, ce billet n'était pas juste un ticket pour une couchette, c'était bien plus que ça. C'était le ticket pour une nouvelle chance, une nouvelle vie, ou alors pour une simple traversée dans un luxe inouï. Ce bout de papier, en fait, il définissait tout. Et on va voir que ça allait même bien au-delà du confort. La vie en mer, donc. 2 mondes sur un même navire, c'est une bonne description. Parce que cette différence de prix, elle n'était pas juste sur le papier. À bord, c'était du concret, du palpable. On avait vraiment 2 univers qui ne se mélangeaient pas. Alors ça ressemblait à quoi, au quotidien? Eh bien, voilà le tableau. D'un côté, le grand luxe. La première classe, c'était les suites, les ponts privés, les restaurants gastronomiques, un monde d'opulence, de loisirs. Et de l'autre, c'est une toute autre histoire. La 3e classe, c'était des cabines partagées, parfois à 10 personnes, des ponts bondés, un voyage qui n'avait rien d'une croisière d'agrément. C'était un voyage d'espoir, de pure nécessité. Et puis vient la nuit du naufrage, la nuit glaciale du 14 avril 1912. Et là, tout bascule. D'un coup, les chiffres ne parlent plus de confort ou de prix de billets, ils deviennent une question de vie ou de mort. Regardez cette chronologie, c'est effrayant. 23h40, le choc. 2h20, le navire a sombré. Moins de 3 heures. En moins de 3 heures, le soi-disant insubmersible n'est plus là. C'est la panique, le froid, le chaos total. Et la question qui se pose, c'est qui a pu monter dans un canot? Qui a survécu? C'est la question. Et la réponse que nous donnent les chiffres, elle est brutale et incroyablement révélatrice. Premier élément de réponse, le sexe. Le fameux « les femmes et les enfants d'abord ». Eh bien, les chiffres le confirment. Près de 74% des femmes s'en sont sorties. Pour les hommes, à peine 19%. L'écart est gigantesque. Mais est-ce que c'est toute l'histoire? Est-ce que la classe sociale n'aurait pas joué un rôle encore plus important? C'est là que ça devient vraiment complexe. Et voilà le chiffre qui change tout. Le taux de survie par classe. En première classe, 63% de survivants. En deuxième, 47%. Et en troisième, 24%. Ça veut dire qu'un passager de première classe avait quasiment 3 fois plus de chances de survivre qu'un passager de 3e. C'est énorme. Et là, ce tableau, c'est vraiment le cœur de notre analyse. Il faut prendre un instant pour bien regarder ces chiffres. Une femme en première classe, 97% de chances de survie. C'est presque une certitude. Maintenant, une femme en 3e classe, ses chances tombent à 46%. C'est moins d'1 sur 2. La règle, les femmes et les enfants d'abord, en réalité, les chiffres nous disent que c'était plutôt les femmes et les enfants de première classe d'abord. Alors, que nous disent finalement ces chiffres? Quel est l'héritage numérique que nous laisse le Titanic? 38%. C'est le taux de survie global pour les personnes de notre analyse. Autrement dit, moins de 4 personnes sur 10 s'en sont sorties cette nuit-là. Un chiffre simple, mais qui rappelle l'ampleur effroyable de la tragédie.
Au final, ce que nous apprennent ces données, c'est que le facteur le plus déterminant pour la survie, ce n'était pas l'âge ou le sexe, mais bien la classe sociale. Ces chiffres transforment la légende en une réalité humaine, mesurable et terriblement concrète. Chaque point de données, c'était une vie, un destin. Et tout ça nous amène à une dernière question. Une question un peu vertigineuse. Si le Titanic voguait aujourd'hui, est-ce que les chiffres raconteraient vraiment une autre histoire? Face à une telle catastrophe, est-ce que notre monde moderne réagirait si différemment? La question reste ouverte.